Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau Lion Lunch. Je vous laisse nous confirmer à Sacha et à moi que vous nous voyez bien tous les deux. Pour l'instant, m'entendez bien et aussi voyez bien mon écran. Normalement, vous devez voir apparaître Masterclass SEO avec Lion Lunch écrit dessus. Je ne sais pas à quel point vous êtes déjà familière. Je vois qu'il y a déjà des personnes qui viennent pas mal souvent au Lion Lunch. Donc, normalement, vous devez savoir utiliser Livestorm. Mais pour celles et ceux pour qui ce serait la première fois, vous pouvez ni allumer votre caméra, ni ouvrir votre chat pour discuter avec nous. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne veut pas du tout d'interaction, bien au contraire. Avec Sacha, on ne peut que vous encourager à utiliser le chat qu'il y a tout en bas à votre droite. Je vois que les gens le font tout à fait naturellement. Bonjour tout le monde, Raphaël, Attika, Estelle, Christelle. Ah, ok, je reconnais un petit peu des personnes qui viennent pas mal souvent. Ah, moi Euh, aussi. Peut-être pour revenir un petit peu sur les Lion Lunch et ce qu'on vous propose finalement à travers ces webinars, qui peuvent aussi d'ailleurs être des événements en présentiel. Chez Lyon, on essaie de vous proposer de façon hebdomadaire, donc une fois par semaine, des petits rendez-vous, soit en ligne comme ce midi ou en présentiel comme je vous ai dit. Et qu'est-ce qu'on y fait pendant cette heure là du coup d'interview? C'est qu'on a du coup avec nous un ou une experte et qu'on essaie de décrypter avec lui ou elle une nouvelle façon de faire, un nouvel outil, soit un nouveau métier. Donc là, par exemple, aujourd'hui, vous le savez, on va parler de SEO. La semaine dernière, on parlait de produits. Et voilà, on prend un petit peu la parole sur tous les nouveaux univers ou les nouveaux métiers, slash outils, nouvelles façons de communiquer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais évidemment d'abord présenter notre expert du jour, Sacha, qui est fondateur et SEO, j'allais dire, pas du tout, SEO plutôt. Et on va parler de SEO. C'est une lettre, ça va. Ouais. Et d'une agence donc, qui s'appelle Grossroom. Et justement, Sacha est hyper familier de Lyon puisque c'est aussi un intervenant de longue date. Et d'ailleurs, on a déjà fait un event il n'y a pas très longtemps ensemble. Donc peut-être que vous avez déjà eu la chance de regarder ce webinar. Merci beaucoup d'être là, Sacha, pour décrypter un petit peu ce canal d'acquisition. Avec plaisir. Merci pour la présentation et très content d'être là aussi. C'est vrai que peut-être pour vous resituer un petit peu après, on vous redemandera un petit peu avec Sacha quel est votre niveau de connaissance de ce canal d'acquisition. Mais c'est vrai que en tant que du coup, programme manager chez Lyon, c'est-à-dire que je suis chargée des formations, euh, notamment de celles en grosse, on voit pas mal, il y a pas mal de questionnements, en tout cas souvent de notre session 2 en grosse, qui justement est une espèce d'overview des différents canaux d'acquisition. En général, les promos nous posent pas mal de questions justement sur ce canal d'acquisition qui, vous le savez peut-être, est gratuit et sur lequel justement on conseille souvent de se placer quand on n'a pas beaucoup de budget. Parce que alors oui, ça demande pas mal d'efforts de capter un petit peu les techniques, de toujours rester en veille, mais c'est un canal qui, si c'est bien mené, permet d'être plutôt bien positionné sur les sites web et finalement d'augmenter vos chances d'exposer des potentiels clients-clientes à votre produit. C'est pour ça que c'est un sujet qu'on a voulu traiter parce que d'abord, du côté de nos promos, ça suscite pas mal de questionnements. Et l'idée, vous allez le voir avec Sacha, ça va être que vous repartiez avec des quick wins, donc des conseils tout à fait pratico-pratiques sur justement cette stratégie-là. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je vois que le temps passe quand même assez vite. Du coup, je vais être assez bref. Je voulais juste d'abord me présenter Lyon et et c'est tout. Et que oui, et que vous vous présentiez aussi et que vous me disiez un petit peu votre niveau de connaissance du SEO. D'abord, moi, je vous ai dit que j'étais programme manager chez Lyon, donc je suis chargée des formations. Et aujourd'hui, je vais avoir ce rôle de journaliste. Donc, je vais poser une série de questions à Sacha pour que vous puissiez, vous, en savoir plus sur le SEO. Encore une fois, bien que des questions aient été préparées entre Sacha et moi, l'idée, c'est que ce soit le plus pertinent possible pour vous. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser absolument toutes les questions que vous voulez sur le chat.
pour vous dire quelques mots sur l'école Lyon. Je vois qu'il y a des personnes qui nous connaissent très bien parce que vous venez souvent au Lion Lunch et aussi pas mal d'alumni. Vous êtes à peu près 30 aussi, peut-être pour que vous sachiez un petit peu. Que voilà, vous n'êtes pas tout seul à cet événement. Lyon, c'est une école qui, du coup, à travers des événements comme celui-ci ou des formations, à date, on en a 5, qui permettent un petit peu de découvrir les nouveaux métiers, les nouvelles façons de faire, de décrypter des nouveaux métiers, des nouveaux outils. Et pour ça, comment on le fait? On fait justement intervenir des personnes qui justement prennent en main tous ces nouveaux outils, qui réinventent un petit peu leur façon de faire et finalement qui vous donnent accès, je dirais, un petit peu à leurs coulisses, à leur réalité, soit celle de leur métier, soit voilà, tous les conseils, en l'occurrence par exemple que Sacha pourrait donner à ses clients en grosse. Il va en tout cas vous en partager quelques-uns aujourd'hui. Donc finalement, la raison d'être des Lion Lunch, auquel du coup vous assistez aujourd'hui, résonne pas mal avec la promesse de Lyon, qui est vraiment une promesse d'acculturation de tous les sujets qui font le monde professionnel d'aujourd'hui. Les programmes, je vais évidemment pas rentrer dans le détail de tous. Je vous ai déjà mentionné un petit peu la raison pour laquelle on voulait un petit peu réfléchir ensemble au SEO. C'est dans le cadre de notre formation en grosse. On a 2 formats. Je vois qu'il y a des personnes qui sont alumni justement de la formation grosse. Il y a soit du présentiel dans nos locaux à Paris ou en e-learning. En l'occurrence, je vous ai mis la date de la prochaine. Si la montée en compétences sur le sujet du gros, c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vous donnerai le contact d'une personne qui travaille chez Lyon, qui est chargée justement des admissions et de peut-être vous répondre à tous les questionnements que vous pourriez vous poser sur une potentielle carrière en gros, en tout cas peut-être un shift ou juste réfléchir un petit peu sur ces sujets-là. Avec Sacha, on s'est dit que ce serait chouette d'en savoir un petit peu plus sur vous, sur la raison de votre présence là sur ce webinar. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous êtes déjà en poste de grosse aujourd'hui, est-ce que vous êtes entrepreneur et donc la stratégie, enfin peut-être une réflexion pour monter une stratégie SEO et d'actualité? Est-ce que vous y connaissez absolument rien du tout? Dites-nous tout en utilisant le chat tout en bas à votre droite. Comme ça, nous, en tout cas, moi, du coup, dans l'articulation des questions et Sacha dans ses réponses, on fera quelque chose qui soit le plus adapté à votre niveau de connaissance. Alors, je vois que vous êtes en train d'écrire. Je vais en même temps arrêter mon partage. Ok, alors, Anne-Sophie qui est entrepreneur en e-commerce. Ok. Et en même temps que dire votre métier, dire le niveau de connaissance en SEO que vous avez. Est-ce que c'est quelque chose de tout totalement nouveau ou dont vous êtes un tout petit peu familier, mais franchement, pas ouf ou dites-nous. Ou est-ce que vous êtes expert? Dans Vous ce êtes cas-là, expert. j'aurai un peu de fil à retordre. Alors, Johan, je connais plutôt bien le SEO et je me demandais si j'aurais des informations supplémentaires sur le sujet. Actuellement en stage de web marketing. Ok. Thomas, freelance. Oula. Ça monte vers un grand, c'est toujours avisé en plus. SEO, pas ouf encore. Ok. Delphine, niveau de connaissance très moyen. Perle qui est experte. Ok. Ouais. Je Ok. pense que j'aimerais Bon, on va essayer de faire quelque chose qui soit un petit peu déjà assez pédagogique pour ceux qui connaissent pas, et aussi vous donner quelques tips intéressants qui pourraient justement te servir, Perle, notamment des choses peut-être dont tu as pas pensé. Ce sera intéressant. Mais c'est vrai que le début, bon, tu vas avoir un peu de, je pense, de repeat, parce qu'on va quand même mettre en contexte, etc. Mais bon, j'ai une définition du SEO qui est assez différente des experts en général. Enfin, il y a des gens dans mon équipe qui le font, mais je vous expliquerai et vous me direz ce que vous en pensez. Trop bien, merci pour tous vos Ok. retours. Peut-être pour commencer avec la mise en contexte, est-ce que, Sacha, tu peux nous expliquer un petit peu, d'abord, non, peut-être pas ton parcours en entier, mais ce que tu fais en ce moment chez Grossroom, ce que c'est Ouais. d'ailleurs, et nous expliquer comment est-ce que toi, tu t'es formé au SEO. Ouais. Merci du coup, Annabelle, pour l'intro. Alors moi, ce que je fais actuellement, donc je suis CEO d'une entreprise qui s'appelle Grossroom, qui est une agence spécialisée en gross marketing.
Donc, on aide les entreprises sur leur partie acquisition, sur leur technique d'acquisition. Euh, et forcément, dans les techniques d'acquisition, donc il y a évidemment le média ads, il y a la prospection digitale et il y a le SEO. Et le SEO, moi, je me suis formé avant de monter ce pôle-là chez Grossroom. Je me suis formé dans une entreprise qui s'appelle Dream, qui fait des bandeaux qui analysent et qui améliorent le sommeil. C'est du e-commerce. Le bandeau coûtait 500 euros. On faisait beaucoup de publicité payante. Et on est arrivé à un point où la croissance organique devait soutenir la croissance payante. Euh, pour info, c'est pas si sain que ça d'avoir une boîte qui est uniquement soutenue par la croissance payante. Déjà parce que du coup, on n'a pas assez de canaux d'acquisition, mais en plus de ça, parce que au fur et à mesure, les prix vont augmenter, les coûts d'acquisition vont augmenter, parce que vous aurez touché les gens que vous avez à toucher, c'est-à-dire les potentiels customers. Et donc, il faudra prendre le relais ou soutenir votre croissance via la croissance organique. Nous, on a fait les choses à l'envers chez Dream. On a fait d'abord de la croissance payante avant de faire de la croissance organique. Mais la vérité, c'est qu'il faut d'abord commencer par la croissance organique avant de faire de la croissance payante ou de l'outbound, c'est-à-dire la prospection digitale. Typiquement, donc c'est l'erreur qu'on a faite chez Dream et je l'ai pas refaite chez Grossroom. On a commencé typiquement avec la croissance organique, c'est-à-dire qu'on dépensait pas 1 euro de budget en market. On faisait beaucoup de référals, beaucoup de croissance organique. On écrivait des articles, on écrivait des posts LinkedIn. Il y avait des référals clients, des recommandations clients, etc. Ce qui nous a permis de passer de une personne à donc moi à je sais pas 10-15 et ensuite à partir de 15 personnes, on a commencé à faire de la croissance qui était moins organique, c'est-à-dire la prospection digitale, voire même de la croissance payante. Et donc les deux ensemble se soutiennent bien. Et quand il y en a une qui est en berne, l'autre peut soutenir. Et c'est assez intéressant parce qu'en période de crise, beaucoup de choses marchent moins dans les croissances outbound. Et donc, la croissance organique peut bien prendre le relais là-dessus. Et juste pour répondre à ta question, je me rends compte que j'ai pas du tout répondu. Comment je me suis formé? Donc, c'était justement chez Dream. Et en fait, chez Dream, on était donc sur des problématiques de sommeil, mots-clés spécialisés sur le sommeil. Et typiquement, en 2 ans, on est passé de zéro enfin, ou de 1000 par mois, je pense, de trafic sur le blog à 2 millions par an, uniquement sur des mots-clés spécialisés sommeil et en SEO. Ok, donc c'est intéressant déjà ce que tu dis sur un peu le contexte. Donc le SEO, ça s'intègre dans une stratégie, enfin dans une stratégie organique. Et l'idée, Ouais, et du coup c'est ce que tu poses en fondation, c'est que ce qui est très sain pour une entreprise, c'est de mêler les deux, donc une croissance organique, mais aussi qui soit soutenue par de l'argent. Et c'est vrai que du coup, quand je regardais un peu des trucs sur le SEO, il y avait pas mal en fait, le SEO, c'est assez privilégié quand il y a des contextes de crise parce que justement, coût budgétaire, etc. Donc hyper intéressant de commencer avec cette mention-là. Tu disais que tu avais une définition du SEO qui est un petit peu différent des experts expertes. ouais. Comment est-ce que tu définirais du coup le SEO? Bah, en fait, si tu veux, les experts font beaucoup d'audits et n'exécutent que peu. Et donc, ça, je l'ai remarqué au moment où on a commencé à accompagner des clients chez Grossroom, où en fait, ils avaient plein d'experts qui leur ont dit, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, mais en fait, il n'y a rien qui est exécuté, parce que souvent, c'est un peu trop technique, il faut des développeurs, etc., etc. Moi, ma définition de la SEO, elle est simplement sur l'exécution, c'est-à-dire mettre des choses en place qui sont à notre échelle technique, si on n'est pas développeur, c'est pas grave, et qui permettent de générer du trafic qui est gratuit. C'est un peu ça l'idée, un flux qualifié de trafic qui est gratuit. Et donc, c'est ce que tu disais aussi, mais ça s'inscrit du coup une, je dirais une stratégie organique. Donc, il n'y a pas que la SEO, il y a le referral, il y a plein Ouais. d'autres choses qui nous permettent, tu vois, d'avoir le réseau, le referral, la communication, community management, etc., qui nous permet d'avoir des clients un petit peu en organique. Mais il y a aussi la SEO qui, lui, est un travail de long terme. Et donc, moi, je suis beaucoup plus dans la définition de il faut exécuter pour avoir des Ouais. résultats et pas forcément avoir des conseils, des petites recos à mettre en place, etc., même si c'est important pour fignoler, pour étoffer. Mais au départ, c'est pas compliqué, faut écrire du contenu ou alors l'optimiser. Et ça, en fait, on en reparlera, mais enfin, moi, quand je suis arrivé chez Dream, il y avait que des experts de sommeil. Et en fait, il y avait 50 articles en français, 50 articles en anglais, qui étaient hyper complets, mais incompréhensibles, et pas du tout optimisés SEO.
parce que c'était des Ok. médecins du sommeil qui l'avaient écrit. Et le step qui nous a fait monter bon, entre 0 et 2 millions, mais qui nous a fait monter entre 0 et 300 000, je dirais, c'était simplement d'optimiser les 100 contenus qu'il y avait. C'est-à-dire de ne pas en écrire plus, mais du coup de Hum, les optimiser, c'est-à-dire de les remettre au bon mot-clé, de les remettre un petit peu plus en mode pédagogique parce que c'était extrêmement complexe ouais. à dire. Tu vois, ils expliquaient l'insomnie avec des termes très scientifiques, etc. Et rien que ça, rien que cette optimisation-là, je m'y étais mis avec mon équipe. C'était vraiment un quick win parce qu'en très peu de temps, on a pu vraiment monter le trafic. Donc Et voilà, je dirais, j'aurais une explication beaucoup plus dans l'exécution, quoi. ouais, et pour qu'on comprenne bien l'exemple de Dream que tu donnes, parce que du coup, vous, vos personnages sur Dream, c'était pas du tout des médecins, on est d'accord? C'est des gens juste qui sont concernés par des insomnies ou troubles du sommeil, etc. Donc c'est pour ça qu'en Ouais, fait, c'était et ce qu'on comprend, enfin ce qu'on comprend pas mal aussi là, c'est que du coup, ça demande une connaissance qui soit quand même assez fine de ton persona pour ensuite faire émerger des mots-clés, etc. Mais ça, du coup, on pourra s'y pencher juste après. carrément. Euh, donc, un site, ouais, donc là, on s'est dit que la SEO permettait du coup d'optimiser son site et d'avoir un positionnement qui soit amélioré, en tout cas, qui soit bien ranké, donc enfin, bien positionné finalement dans le moteur de recherche. C'est quoi la logique un petit peu derrière? Enfin, tu vois, comment, donc là, Ouais. on a déjà eu un petit peu des éléments de réponse avec notamment une réflexion sur les mots-clés qu'on insère, mais globalement, ça demande de réfléchir sur quoi d'autre? En fait, il y a une chose qu'il faut se dire quand on commence la SEO, c'est que c'est pas entre nos mains, contrairement à l'ADS, contrairement à l'outbound, etc., la Mhm. lead prospection, lead generation, pardon. C'est entre les mains de Google. C'est-à-dire que vous avez beau y passer un max de temps, faire énormément d'optimisation, répéter les bons mots-clés dans la bonne occurrence, etc. Si Google veut pas, Google veut pas. Et ça peut être en général dépendant de plein de facteurs, beaucoup de concurrence, probablement sur un marché où au final vous n'avez pas forcément de trafic, aussi peut-être des choses que vous avez mal faites, c'est-à-dire que vous avez dupliqué des pages sur votre site qui sont en fait au même contenu, vous avez juste changé quelques mots et donc en fait Google considère ça comme du duplicate content. Enfin, il y a plein de choses qui fait que vous pouvez ne pas être considéré à votre juste valeur, c'est-à-dire au temps que vous y avez passé, etc., Ouais. par Google. Donc ça, c'est déjà quelque chose à savoir avant même de commencer la SEO, c'est que c'est du long terme, c'est que c'est pas du résultat qui est immédiat et c'est que c'est pas forcément entre vos mains. Je dirais 50-50 en soi. Ouais. Maintenant, sur la méthodologie pour aller plus loin là-dessus, donc tu parles effectivement des mots-clés, il y a trois choses à voir en général la SEO. La Ok. première, c'est l'optimisation du site. La deuxième, c'est l'optimisation du contenu. La troisième, c'est l'écriture du contenu, du nouveau contenu. Ok. Si on part du coup sur l'optimisation du site, il y a énormément de choses à faire, techniques ou pas techniques. Si je devais vous donner une méthodologie cadrée, je dirais qu'il faut rester dans un premier temps sur des choses qui sont faisables rapidement, des quick wins. Et dans les quick wins, on a par exemple répéter les bons mots-clés à la bonne occurrence, faire assez de landing page par rapport aux mots-clés sur lesquels vous positionnez. Par exemple, chez Grossroom, nous, on a une expertise en médias ads. On a Facebook, Google, LinkedIn Ads, typiquement. On a de l'expertise en prospection digitale. Donc, on a de l'emailing, on a du LinkedIn et on a du HubSpot. On est expert HubSpot. Il y avait d'ailleurs un webinaire avec Bastien il n'y a pas longtemps. Et Ouais. une troisième expertise qui est sur la SEO. Ce qui fait qu'en fait, on ne va pas créer trois landing pages sur sur chacun des pôles d'expertise. On va en créer plutôt 7 sur les trois régies médias de l'ADS, sur les trois expertises de l'outbound et sur la SEO. Ce qui nous permet en fait d'être Ok. présent sur des mini-marchés. Donc ça, sur le site, c'est hyper important. Attention à pas tomber dans l'écueil que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est-à-dire de faire trop de landing page qui au final ne diffèrent pas vraiment parce que c'est les mêmes expertises et donc vous avez le même contenu et là Google vous pénalise parce que vous avez du contenu qui est dupliqué, ce qui est logique parce que sinon on pourrait copier-coller tous les articles d'internet et ça marcherait. Un truc à savoir aussi par rapport au duplicate content, si vous prenez un article en anglais ou une page, une landing page que vous aimez bien d'un concurrent qui est anglophone et que vous la traduisez en français, ça marche. Il n'y aura pas de Ah, duplicate content là-dessus.
Donc ça, vous pouvez le faire. Nous, typiquement, c'est quelque chose que nos clients nous demandent parfois, c'est de prendre des articles hyper spécifiques pardon, en anglais et les traduire en français. Et vu qu'on est bilingue là-dessus, on est capable d'envoyer des articles assez quali. Voilà. Donc ça, c'est un truc à savoir. Sur l'opti du site. Et ensuite, il y a toutes les classiques. Quand je vous parlais de landing page, il y a toutes les classiques, c'est-à-dire avoir les bons liens dans les bonnes pages. C'est-à-dire, il faut pas du tout qu'il y ait une page qui soit ce qu'on appelle un cul-de-sac. C'est-à-dire qu'à chaque fin de page, il faut au moins une ou plusieurs redirections vers d'autres pages de chez vous, des articles de blog ou d'autres pages de chez vous. Il faut que vous respectiez bien la structure titre 1, H1, sous-titre description, etc. Si vous respectiez bien cette structure, normalement, ça devrait être bon sur toutes vos pages. Et pensez aussi aux méta-descriptions, c'est-à-dire méta-title et méta-description. Donc, reprenez les bons titres par rapport aux pages. Ne faites surtout pas de copier-coller. Reprenez les bonnes descriptions. Un petit tips là-dessus pour prendre les bonnes méta-descriptions. Tapez simplement le mot-clé sur lequel vous voulez positionner sur Google. Vous prenez le Oui. premier lien qui devrait être pertinent puisqu'il est premier. Et donc, vous prenez un peu en exemple sa description pour en avoir une qui est aussi Mmh. pertinente, sans la copier évidemment. Ok. Tu parlais justement de se placer sur des mots-clés. Comment on fait pour choisir son ou ses mots-clés? Est-ce que tu conseilles de te positionner sur des mots-clés qui, bah, justement, par une veille d'autres, tu vois, de concurrents qui, en fait, vont être aussi demandés, mais du coup, c'est aussi prendre le risque, en fait, d'être mis en concurrence avec eux, ou bien Ouais. plutôt d'aller vers des mots-clés qui sont plus, comment dire, pas plus fins, mais tu vois, plus niche. C'est quoi tes recos sur ce truc-là? Moi, j'ai toujours eu une reco d'aller sur du niche. Enfin, en fait, sur le site, quoi qu'il arrive, bon, si vous avez un business qui vise un grand marché, vous serez sur des mots-clés qui seront larges. Typiquement pour Dream, bah, notre mot-clé principal sur le site, c'était sommeil ou problème de sommeil. En revanche, si vous voulez avancer sur la SEO, Mhm. sur plusieurs typologies d'audience aussi. C'est en général soit vos landing pages spécifiques qui vont vous permettre de le faire, soit Mhm. et euh, des articles de blog. Et pour Ok. reprendre l'exemple de Dream que je donne souvent d'ailleurs là-dessus, c'est que nous sur le blog, on sait après justement ce que tu disais, c'est-à-dire connaître évidemment sa cible, etc. Après des entretiens quali avec nos cibles, on a compris Ouais. qu'en fait eux, ils tapaient pas problème de sommeil ou sommeil, ils tapaient des mots-clés très spécifiques. Et c'est pour ça qu'en fait, on s'est positionné plutôt sur des je n'arrive pas à dormir, comment m'endormir en 2 minutes, Mhm. des Ok. tips pour m'endormir plus rapidement, qui sont des mots-clés extrêmement spécifiques, qui génèrent Ouais. certes moins de trafic, mais par contre, le trafic est beaucoup plus qualifié Qualifié. et Ouais. on aura beaucoup moins de concurrence. Et c'est là, en Ok. fait, on a fait le choix de se positionner. Et au final, si on empile un peu ces trucs-là, où on est capable de se positionner en un rapidement et de manière multiple, au final, on arrive à Mhm. un trafic qui est beaucoup plus qualifié et beaucoup plus, en termes de volume, qui est beaucoup plus grand. Parce que Ouais. faut se dire un truc, c'est que si tu te positionnes sur du générique et que tu es, je sais pas, huitième ou en deuxième page, c'est même pas, tu peux avoir un résidu, c'est tu vas avoir zéro en fait. Donc Bah au final, oui. entre zéro et 100, je pense 100, tu vois. Mhm. Carrément. Donc, voilà. Ok, donc sur Reco, plutôt là-dessus de effectivement pas fuir les mots-clés génériques, mais en tout cas de s'en éloigner et d'aller vers des trucs. Et en plus, du coup, c'est encore une fois super lié au fait que plus tu comprends, mieux tu comprends le besoin, le problème auquel tu réponds avec ton produit, mieux tu seras à même de choisir effectivement les mots-clés qui vont fonctionner. Dans Exactement. ce sens-là, Sacha, il y a deux questions que je vais te lire. D'abord de Johan et ensuite de Perle. N'hésitez pas d'ailleurs soit à utiliser le chat ou les petites questions, comme ça moi je les lis directement à Sacha. Alors, Johan, vous avez entré des mots-clés pour chaque page internet déjà créée sur le site, utilisés pour les créer. Par exemple, WordPress, où vous avez simplement diminué la complexité des termes des pages. Ah oui, ça c'est pour la En fait, modification. ouais, c'est pour plutôt l'optimisation de site. Ouais, Tout dépend du CMS que tu prends. Si tu prends WordPress, si tu prends, nous on a Webflow typiquement. Si tu prends d'autres CMS ou alors que tu codes ton site from scratch, ouais. tout dépend en fait de la structure du site. Mais globalement, ce que je conseillerais, ce serait d'alléger au maximum les pages, de diminuer la complexité et plutôt de se positionner sur euh, trois choses. En fait, nous, ce qu'on dit en SEO, c'est que tu as en général l'univers qui peut être confondu avec le thème au final, le mot-clé primaire, le mot-clé secondaire.
Ça, on le fait en général pour des articles, mais il faut le faire aussi pour des landing pages. Typiquement, si je te Mhm. reprends en exemple notre offre Media Ads, où on s'occupe pour les boîtes de Google, Facebook, etc. On a en mots-clés primaires, en univers, pardon, on a la partie marketing digital ads. En mots-clés primaires, on a Facebook Ads. En mots-clés secondaires, on a Google Ads. Et en mots-clés tertiaires, on doit avoir certainement LinkedIn Ads. Tu vois. Et ça, en Ok. fait, si tu respectes cette structure-là, tu es capable d'alléger un peu tes pages. Et surtout, ça montre à Google, plus tu vas écrire du contenu sur le même univers et avec à chaque fois le même mot-clé secondaire, etc., il va se positionner sur cet univers-là. Un truc un peu plus représentatif que je peux t'expliquer, c'est par exemple tu vois, sur Dream, on s'était positionné sur tous les mots-clés en relation avec l'apnée du sommeil. C'est extrêmement dur de se positionner avec apnée du sommeil, qu'est-ce que c'est, apnée du sommeil symptômes, le masque pour l'apnée du sommeil, qui s'appelle la CPAP. Enfin bref, pour se positionner sur tous les mots-clés de cet univers-là. Et comment on a réussi à faire ça? Justement en reprenant un peu cette méthodologie-là et en faisant ce qu'on appelle sur un blog des dossiers. En fait, quand tu fais un dossier, parce que tu peux pas faire un article sur l'apnée du sommeil où tu vas traiter ce que c'est, où tu vas traiter les symptômes, où tu vas traiter les conséquences, où tu vas traiter les statistiques, tu vas traiter les tests, tu vas traiter les solutions. Tu es obligé d'en faire plusieurs. Et si tu fais un dossier avec un article un peu en tête, intro, et ensuite à chaque fois des articles spécifiques, tu es capable de dire à Google, voilà, j'ai l'expertise sur tout l'univers de cette expertise. Et ça, c'est hyper intéressant parce que derrière, tu vas pouvoir te positionner un petit peu sur tout. Et surtout, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que Google privilégie vachement les liens internes et les liens externes. C'est-à-dire que si tes articles ou tes landing pages sont super bien reliés les unes aux autres, voilà, tu Mhm. lis un article et ça fait sens en fait de passer au deuxième, et ça fait sens en fait de passer au troisième, et ça fait sens de repasser au premier. Et ben en fait, Google valorise vachement, tu vois, cette navigation entre les articles. Parce qu'au final, son objectif, c'est te donner la réponse à ta question. C'est-à-dire que tu poses une question sur Google, lui, son objectif, c'est de donner la réponse à ta question. Donc, s'il voit que tu cliques sur le lien, tu lis l'article, c'est-à-dire que tu passes un peu de temps dessus, même tu surlignes un peu, etc., avec la souris, et qu'ensuite tu passes sur d'autres articles, etc., il va se dire, OK, je valorise vachement, je donne vachement d'autorité pour ce site parce que oui, il donne la réponse à la question que la personne a tapée. Tu parles Voilà. de... Johan, dis-nous si ça répond bien à ta question. Ouais, j'ai Sacha, été un tu petit peu parles... large, mais Non, mais c'était très bien. Enfin, c'était très clair de mon côté, mais dites-nous s'il y a des questions qui vous viennent à ce sujet-là. Tu parlais de liens internes et externes. Donc, lien interne, c'est ce qui redirige vers d'autres pages de ton propre site. Et externe, c'est exact. des sites qui Vers des font preuve sources, de la d'autorité. presse. Ouais, Oh, exactement. Enfin, font preuve d'autorité ou non, mais c'est des sources peut-être sur lesquelles tu t'es ouais, appuyé. Ou ok. alors, ça peut être, tu vois, nous, par exemple, quand il y a un expert qui nous aide à écrire un article dans notre réseau, bah, on fait un lien vers son blog, ou on fait un lien vers Oh, ok. son LinkedIn. Enfin, tu vois, ça peut être des sources. Il n'y a pas de souci, quoi. Ok, En ça général, marche. Google valorise vachement quand tu as au moins un lien externe, un lien interne sur ton Par article. page. Euh, ouais, exactement. Pas trop non plus. Moi, pour exemple, j'avais un article, je m'en rappelle, qui était positionné premier. Et d'un coup, on l'a optimisé, une personne de mon équipe l'avait optimisé, et d'un coup, il est passé genre 5 ou sixième. Et en fait, Ok. c'était parce qu'on l'avait optimisé avec trois externes, trois liens externes. On avait trois liens internes, trois liens externes. Et ce qu'on dit dans Ok. ce moment-là, c'est qu'en fait, on envoie trop de SEO juice sur les trois liens externes. C'est-à-dire, et du coup, il t'en reste plus. Ok. Tu fais circuler un peu la SEO. Parfois, c'est avantagé, pardon, avantageux, parfois, c'est pas forcément avantageux. Et là, c'était pas le cas. Donc, ce qu'on a fait, c'est on en a supprimé deux sur les trois et on est le lendemain repassé premier. Donc, faites attention aussi avec les liens externes. Ok, c'est intéressant cette partie-là parce que je voulais justement qu'on mentionne un petit peu la partie de test dans les stratégies. Mais juste avant, pour répondre à la question de Perle, enfin, pour te la poser du coup, elle demandait donc les outils pour la veille des concurrents dont on a parlé il y a 5-10 minutes à peu près Ouais. pour savoir où se placer Euh, en termes de mots-clés, etc. ouais. Du coup, je vais pas être très original là-dessus. Il y a deux outils qu'on utilise le plus et un troisième qui est intéressant aussi avant même d'accompagner un client.
Les deux qu'on utilise le plus, c'est SEMrush, SEM Rush, et le Keyword Planner de Google Ads. En fait, quand vous inscrivez sur Google Ads pour faire vos campagnes, vous avez accès gratuitement à un outil qu'ils appellent le Keyword Planner. En français, l'outil de planification des mots-clés. Je vous le dis comme ça parce que littéralement, c'est écrit comme ça sur Google. C'est Ok. gratuit et ça vous permet en fait non seulement de voir un petit peu les mots-clés qui sont disponibles, à quel budget ils sont, et aussi des idées de mots-clés. En fonction de ça, ils nous trouvent des idées de mots-clés. Et en plus de ça, ils sont capables évidemment de voir le trafic, le volume de trafic, mais aussi la concurrence et le volume d'enchères. Donc ça, c'est surtout pour Google Ads, si vous faites des publicités payantes. Mais en fait, c'est très intéressant parce que ça vous donne aussi le vrai chiffre d'une concurrence. Si les volumes d'enchères sont hauts, c'est que la concurrence est un peu acharnée et qu'en fait, si vous cherchez à faire de la SEO là-dessus, bon, bah, dans tous les cas, vous serez positionné quatrième parce que vous serez premier des organiques, mais vous serez derrière les quatre sponsorisés. Donc en fait, la personne devra quand même scroller pour trouver les organiques. Donc ça, c'est pas Mm. hyper intéressant non plus. Ok. Il y a une question de Justine que j'ai vue et promis, je la pose juste après. Je voulais juste revenir, Sacha, sur deux trucs que tu as dit qui étaient, je trouve, vachement en lien. Tu as dit que enfin, que c'est pas mal Google finalement qui pose les règles, en tout cas le cadre euh, de ce qu'on pourrait considérer être, enfin, en tout cas, qui vont ensuite impacter la façon dont on va faire le SEO. Ma question, du coup, porte un peu sur tu vois, à quel point est-ce qu'on peut, en fait, à quel point est-ce qu'on peut être au courant des règles imposées par Google par juste en fait le fait qu'elles les mettent, enfin Google les mette à dispo, soit très transparent là-dessus, ou justement ça demande pas mal de veille, pas mal de tests là-dessus. Tu parlais justement du SEO Juice où justement parfois il y a des trucs qui fonctionnent très bien, d'autres pas trop. D'abord, donc finalement, quelle place au test là-dedans et à quel point est-ce qu'il faut rester tout le temps en veille à l'affût finalement des nouvelles règles imposées par Google là-dessus. Alors là, si vous voulez, en fait, c'est vraiment je dirais que c'est vraiment une notion d'expertise. C'est-à-dire que si vous voulez aller très loin, quoi qu'il arrive, il faudra être abonné aux news de Google. Il Ok. faudra vraiment voir, être branché aussi aux newsletters et aux experts qui partagent souvent soit en email, soit sur LinkedIn, etc. Il faut aller très loin et twister à chaque fois. Ce sera dans les détails, en fait. En revanche, si vous êtes beaucoup plus dans la stratégie de, voilà, que ce soit 50 000, 55 000 ou 60 000 de trafic par mois, là, Ouais. vous serez beaucoup plus dans une logique de, OK, euh, quelle est ma stratégie éditoriale intelligente et comment écrire intelligemment. Ça se situera en général sur ça, tu vois. Ok. Ensuite, ça viendra naturellement. C'est-à-dire que si avec votre boîte, je sais pas, vous faites de la presse, bah, vous aurez des liens de la presse qui vont rediriger sur vous. Donc, ça va vous donner du SEO juice. En plus, ils ont de Hmm. l'autorité, la presse. Donc, c'est Oui, ça qui est ok. intéressant. Enfin, ça va venir naturellement, si tu veux. Mais globalement, moi, ce que je conseille vraiment, souvent les boîtes, elles se perdent parce qu'elles vont voir les trucs hyper spécifiques, etc. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment de faire un audit hyper propre mais très actionnable. Ce que je disais tout à l'heure, vachement sur l'exécution, très actionnable. C'est-à-dire des recommandations sur site qui sont très actionnables par n'importe quelle personne qui code pas. Si vous êtes sur un CMS ou vous êtes sur Webflow, donc c'est très simple en fait d'y aller. Et sur la partie sémantique, c'est-à-dire trouver une sémantique, comme on le disait tout à l'heure, de mots-clés qui sont intéressants sur lesquels on a des opportunités, donc pas forcément les plus génériques. Et troisièmement, une stratégie éditoriale qui vous permet d'avoir un plan clair de OK, qu'est-ce que je dois écrire, quand, comment, point barre. Et ça, c'est Ok. un petit peu ce qui est game changer rapidement. Et ensuite, après, on va se focus beaucoup plus sur des optimisations un peu plus complexes. On va regarder ce que fait Google. On va mettre en place des dashboards qui vont nous permettre de voir, je sais pas, quand votre article descend, quand votre article monte, etc. Nous, par exemple, si vous tapez agence grosse marketing sur Google, on fait aucune Google Ads et on n'en a jamais fait. On a toujours fait LinkedIn Ads ou Facebook Ads. On est, je crois, deuxième dans les liens organiques. Et donc, nous, Ok. on mesure vachement ce genre de choses pour dire, OK, quand on monte, quand est-ce qu'on baisse, etc. Et donc, ça, c'est plus de l'optimisation, du coup. Ok, Voilà. ça marche. Trop bien, merci pour ta réponse, Sacha. Je vais te lire la question de Justine qui, du coup, concernait un projet perso. Mon projet perso consiste à vendre des
e-guide sur des sujets spécifiques via Gumroad. J'ai une page entreprise LinkedIn pour générer du contenu des leads. Je pense faire une landing page avec un formulaire de contact pour la lead gen qui comporterait également un blog. D'après toi, est-ce que c'est une bonne idée pour la lead gen? J'hésite entre Card et Softair. Softair? Quel est le best selon toi? Est-ce que tu peux juste répéter la question? J'ai un petit peu coupé. Pardon. Alors, Oui, excuse-moi. c'est Justine. Excusez-moi. Pas de souci. Alors, c'est Justine qui, du coup, a une question sur son projet Ah oui, d'accord. perso. Oui, Euh, ok, ok. je te la relis ou tu... Je l'ai devant moi. C'est bon, Très nickel, bien. t'inquiète. Parfait. Euh, ok. Écoute, ok, très bien. Écoute, en vrai, il y a deux choses. Là, ce que tu dis, c'est que tu as envie de faire de l'acquisition via de l'organique et aussi via du payant, j'ai l'impression, puisque tu dis générer du contenu, générer du lead. En fait, il y a une chose à voir sur la partie LinkedIn Ads, c'est que si tu fais des ads sur LinkedIn, tu vas faire effectivement des ads qui vont rediriger sur un formulaire directement intégré à LinkedIn. Donc, dans ce cas-là, tu n'as pas forcément besoin d'une landing page. Ou alors, tu n'as pas forcément besoin d'une landing page très complexe. En revanche, si tu veux faire du contenu et de la SEO, évidemment, il te faut le blog qu'il faut. Sur WordPress en général, c'est le meilleur, c'est gratuit, avec les bons articles. Et ce que tu pourrais faire aussi dans ta strat mi-LinkedIn, mi-SEO, c'est qu'en fait, à chaque fois que tu écris un article SEO, tu es capable de recycler le contenu. C'est-à-dire, sur un article, tu es capable d'en faire 3 posts LinkedIn. Bon, tu rajoutes toutes les formes qu'on n'aime pas sur LinkedIn, tu vois, c'est-à-dire la phrase de j'ai généré 104 CA ou je sais pas quoi. Et ensuite, tu ajoutes ton texte de l'article. Mais en fait, tout se fait par rapport à ta stratégie de contenu. En général, les stratégies de contenu qui perdurent, nous on le voit chez nos clients quand on leur conseille, c'est les stratégies de contenu où les gens sont capables de recycler du contenu. Parce que il y a tellement de choses à faire. Tu voudras te mettre sur LinkedIn en organique et sur du payant. Tu voudras te mettre sur du SEO avec des articles. Tu voudras te mettre sur de la newsletter, etc., etc. Et en fait, si tu es capable d'écrire un article qui te fait une newsletter, qui te fait plusieurs posts LinkedIn et qui à terme te fait aussi un livre blanc, c'est là où en fait tu auras une stratégie de contenu qui sera recyclée et au final ça avancera quoi qu'il arrive. Si ton article en SEO marche pas, bah, peut-être il marchera en reach sur LinkedIn ou peut-être qu'il fera de l'ouverture sur des newsletters ou peut-être que ton livre blanc tu l'utiliseras en ads et en ads avec ton formulaire ça ramènera du lead. Enfin, bref, tout est en fait lié. Il faut que tu réfléchisses Mhm. avant à ça, avant de vraiment voir tes outils, etc. Enfin, les outils c'est marginal globalement. Enfin, il y a des outils classiques pour tout, quoi, tu vois. Les vrais classiques, c'est ceux que j'ai donnés, c'est SEMrush par exemple et l'outil Keyword Planner sur Google Ads. Et donc finalement, ce qu'on comprend dans la stratégie SEO, c'est que c'est méga important de réfléchir à plus globalement une stratégie édito sur différents réseaux sociaux, etc. Toi, enfin, tu vois, et ce truc aussi de recycler les contenus, etc., tu conseilles d'être finalement présent sur LinkedIn, etc., si on veut augmenter notre chance d'être, d'augmenter, enfin, d'être encore mieux classé dans le positionnement Google. Est-ce que vous, du coup, vous dites que dès que vous sortez un article de blog ou je ne sais pas trop quoi, un contenu sur votre page, vous communiquez dessus sur LinkedIn. C'est quoi un peu votre réflexion là-dessus, vous, chez Growthroom? C'est peut-être un peu différent, En mais ou bien fait, ce que vous pouvez conseiller à vos ouais. clients. En fait, justement, tu vois, partager un article de blog sur les réseaux sociaux, je vais être très clair là-dessus, parce que je pense que beaucoup de gens le font. J'ai vu un message passer dessus. Ça ne sert à Ouais. rien. Pourquoi ça Ok. sert à rien? Parce que déjà, vous allez avoir 2 clics. Franchement, honnêtement, il y a un gars qui a réussi à faire ça bien. Et franchement, respect à lui. Je l'avais rencontré, on fait partie du même club d'entrepreneurs. C'est les fondateurs de Partout. Donc il y a Thibaut, il y a plein d'autres gens en fait, ils sont plusieurs fondateurs. Ils ont monté un truc qui s'appelle Follow Tribe. Et eux, en fait, partagent leur article, mais ils sont tellement quali que quand ils les partagent sur LinkedIn, juste en lien, tu vas y aller. Mais en général, je sais pas vous, mais moi, à part eux, je clique jamais sur des articles qu'on partage sur LinkedIn. Les seuls trucs, c'est effectivement les liens que tu partages sur les webinars, Annabelle, ça je clique. Mais sinon, enfin, c'est pour Pas cher. s'inscrire, quoi. Mais sinon, jamais je vais lire un truc
qui est en externe. Et LinkedIn, en plus, ou tous les réseaux sociaux, Facebook, etc., ne veulent pas en fait ça. Ils veulent pas que tu sortes de leur plateforme pour aller lire un contenu. Eux, ils veulent que tu Hmm. restes là. Donc en fait, ils vont beaucoup moins donner de l'autorité à un post. Si tu fais un post LinkedIn où tu partages un article, tu peux être sûr que tu dépasseras pas 5 000 de reach. 10 000 si tu es très chanceux. Mais en général, tu dépasses pas ça. Et donc, ce que font les gens, c'est qu'ils le mettent en premier commentaire. Et même en premier commentaire, il y a Ok. personne qui clique. Et donc, au final, ce que je conseille de faire, c'est plutôt extraire le contenu qui est intéressant sur l'article pour faire un post qui est intéressant. Et si vous voyez que ça génère bien, bah là, derrière, vous pouvez partager l'article si besoin. Mhm. Mais jamais avant, quoi. Ok. Ok, trop bien. Alors, Sacha, il y a une question de Lorraine sur le chat. Et là, c'est sur l'implication de Ouais, l'intelligence artificielle, ChatGPT, notamment ChatGPT. Est-ce que tu as des classique. tips pour l'intégrer dans sa... Oula, attends, j'en ai quoi? Dans sa strat ou au contraire, c'est pas bien de le faire car bientôt Google aura détecté les articles écrits par ChatGPT et pénalisera? Ouais. Ah, c'est une bonne question. Ouais. Alors, qu'est-ce que je conseille pour ChatGPT? Effectivement, c'est un sujet qu'on a beaucoup réfléchi nous en interne. Euh, Ce qui est clair, c'est que de toute façon, ChatGPT, c'est un concurrent de Google. Et Google, son objectif, c'est de rester Google, c'est-à-dire être quali, avoir du trafic, etc., etc. Pour continuer à donner les bonnes réponses aux questions des gens, euh, il faut continuer à faire des contenus à la main. Pourquoi? Parce qu'en fait, ChatGPT, aussi ouf que ce soit, pour l'instant et pendant quelques années encore, ils auront pas, enfin, il n'y a pas assez de qualité dans l'écriture d'un contenu, surtout pour des sujets complexes, Ouais. pour des articles. Quoi qu'il arrive. Et nous, on le voit, franchement, parfois, on demande à ChatGPT, par exemple, on va écrire un article, nous, vous pouvez voir sur notre blog, sur, je sais pas, comment écrire des bons emails pour la prospection. Il va te faire un article qui sera basique, mais en fait, ça sert à rien de faire des articles basiques parce qu'en fait, vous allez être doublé par les articles qui sont quali. Et en fait, on est dans une ère où il y a tellement de contenu qui est écrit que Google, son job, ça va être de récupérer les meilleurs. Et si vous faites que des contenus sur ChatGPT, malheureusement, ce sera pas assez quali et du coup, vous allez descendre. Et deuxièmement, Ouais. surtout, Google travaille sur des algos, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, ChatGPT est un concurrent de Google aussi, travaille sur des algos qui vont leur permettre ils le savent déjà, mais ils vont le reconnaître encore mieux des articles qui sont générés par ChatGPT et ils vont faire exactement ce qu'ils font pour le duplicate content, c'est-à-dire que bah, ils vont les handicaper en termes de SEO. Au final, le duplicate content, tu fais zéro effort, tu copies-colles un article, tu le remets en forme. ChatGPT, c'est exactement la même chose. Tu fais Mm. zéro effort et tu publies un article. En revanche, comment vous pouvez l'utiliser? Vous pouvez l'utiliser très simplement, c'est-à-dire sur les landing pages ou sur des articles. Vous dites, voilà, bon, j'ai envie d'écrire sur, je reprends par exemple sur le sommeil, vous pouvez demander à ChatGPT, OK, ou même sur le gross marketing, vous pouvez demander à ChatGPT quels sont. Non, je vais prendre une agence de design, ça va être beaucoup plus intéressant. Vous êtes une agence de design, vous avez envie d'aller sur de la SEO, vous demandez à ChatGPT, OK, quels sont les 50 outils de design les plus utilisés en France si vous êtes sur le marché français, aux US si vous êtes sur le marché américain, ou dans le monde si vous êtes sur le marché mondial. Et vous lui posez cette question, il va vous donner les 30 ou 50 outils les plus utilisés, qui peuvent être des outils hyper simples, hein, genre Figma, etc. Vous lui posez cette question, il vous sort les 50. Vous lui reposez une question, vous lui dites, OK, sur les 50, est-ce que tu peux me donner la description de l'outil en 2 lignes max, ses points forts, ses points faibles, son pricing. Et en fait, il va vous donner tout ça. Ensuite, vous lui reposez la dernière question en disant, OK, est-ce que tu peux donner tous ces éléments en tableau? Il vous les donne en tableau. Derrière, vous avez donc un Excel avec chaque outil, chaque description, etc., etc. Derrière, c'est tout simple. Vous avez juste à prendre des copywriters qui vont vous faire un article sur chaque sujet. Et en fait, ils Mhm. seront tellement déjà avancés sur quels mots-clés faire, la description, le point fort, le point faible, le pricing, etc., qu'au final, ce sera très simple pour eux d'écrire des articles, les 50. Et donc, vous publierez 50 articles qui pourront être quali. Deuxièmement, ce que vous pouvez faire par rapport à ça, c'est aussi de faire un article top 50 des articles, et que vous pouvez faire vous-même grâce aux éléments en 2 minutes, ou alors comparatif.
des outils. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'en général, les gens cherchent beaucoup de comparatifs sur les outils. Nous, ils cherchent beaucoup, tu vois, on est spécialiste HubSpot, donc ils cherchent souvent Salesforce vs HubSpot, etc., etc. Et donc ça, c'est intéressant d'utiliser ChatGPT pour ça. Hmm. Ok. Hyper intéressant. Merci beaucoup pour cette question, Lorraine, hyper d'actu finalement. Sacha, je voulais revenir sur, oui, donc les trois univers, en tout cas les trois actions qui Ouais, permettaient de réfléchir finalement à une stratégie SEO. On a parlé de l'optimisation de la page en elle-même, l'optimisation du contenu et l'écriture du contenu lui-même. Si on se penche un petit peu sur l'optimisation de la page, est-ce que finalement on parlerait pas aussi euh, pas de technique, mais tu vois, d'une expertise qui soit plutôt de l'ordre de l'expérience utilisateur-utilisatrice, donc finalement quelque chose de bien très sûr, produit. Pour toi, quelle est la bien sûr. place de, tu vois, je sais pas, ça dépend si, si vous êtes entrepreneur, je vois il y en a pas mal qui l'étaient ou qui ont un poste de grosse, mais du coup, est-ce que dans le SEO, c'est pertinent aussi de réfléchir à comment est-ce que tu fais naviguer ton user une fois il ou elle est sur ta page? Ouais, hyper pertinent. En fait, c'est un vrai sujet parce que le produit, en général, veut une page hyper explicative sur le produit, hyper, tu vois, nous, avec Dream, on avait des trucs en 3D, le bandeau, il tournait, enfin, c'était un truc de ouf. Pour autant, en SEO, c'est un non-sens complet. Parce qu'en fait, tu te retrouves avec des animations qui alourdissent la page à fond, c'est-à-dire que la vitesse de chargement est dégueulasse. Tu Ouais. te retrouves avec des choses qui sont extrêmement difficiles à, à, à adapter en mobile, c'est-à-dire que le site devient plus du tout mobile responsive. C'est-à-dire qu'un mec qui a un iPhone moins que X, bah, en fait, peut même plus aller sur le site tellement c'est lourd et tellement c'est pas adapté. Enfin bref, Ok. il y a énormément de choses à penser et c'est pour ça que quand on répondait tout à l'heure, je crois que c'était à Yann, euh, à Johan, pardon, globalement sur la complexité des pages, euh, Oui. il faut trouver le trade-off entre le produit et le marketing, plutôt le gros marketing, pour avoir une page qui est assez explicative pour faire plaisir à l'équipe produit, mais aussi Mhm. assez simple pour pouvoir l'adapter en mobile, pour qu'elle soit hyper rapide, pour qu'elle soit hyper compréhensible et pour que la personne clique sur le CTA. Et c'est pour ça qu'en fait, sur le site, on aura moins une démarche SEO. Parce qu'en fait, on veut plus s'expliquer, on veut plus se convertir. On va plutôt avoir une Hmm. démarche SEO sur le blog. Sur le Ok. site, en fait, tout ce que tu peux faire, qui est intéressant, Ah, c'est de c'est l'avoir intéressant en ok. SEO friendly. Tu vois? Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas respecter ton H1N1, tu vas respecter les images pour qu'elles soient pas lourdes, etc. Enfin, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. En Ouais. revanche, si tu veux vraiment optimiser ton SEO, aller sur vraiment de nouveaux mots-clés, etc., focus-toi plutôt sur ton article, sur tes articles. Mhm. Ok. C'est ça qui est intéressant. Et globalement, un site corpo, tu vois, si tu tapes appartement, tu tomberas jamais sur Airbnb en SEO direct. Par contre, tu te tomberas peut-être sur un de leurs articles SEO. Et c'est pour ça Oui. que c'est assez intéressant à voir, tu vois, Ouais, là-dessus. carrément. Nous, si tu tapes agence grosse marketing, nous, on a fait le choix d'en faire un article. Et du coup, si vous tapez agence grosse marketing, vous aurez un article du blog de Grosse Room. Vous n'aurez pas Grosse Room en tant que tel. Donc, ça dépend Ok. aussi là-dessus, mais globalement, sur les mots-clés très génériques, vous ne positionnerez jamais avec votre site corpo. Non, mais Donc, c'est voilà. intéressant parce que du coup, c'est super lié aussi au fait que, en fait, à travers des contenus, finalement, tu te places en tant qu'expert, enfin, vraiment t'assois ton expertise. Et bah, du coup, effectivement, ça peut se faire avec des articles de blog. Est-ce que vous, c'est un truc que vous pratiquez ou en tout cas que tu conseilles à tes clients-clientes de, tu vois, faire des contenus type webinar pour en fait aussi nourrir ta stratégie inbound qui du coup aussi bah, finalement nourrit le SEO avec bah, aussi des bons liens de redirection. Mais est-ce que toi, tu t'observes que c'est un des trucs qui fonctionnent de faire des webinars et de les publier par exemple sur YouTube et ensuite de rediriger vers ta page? C'est quoi un peu ton avis là-dessus? Carrément. Alors, YouTube, c'est un autre sujet. Moi YouTube, je trouve que c'est l'une des meilleures voies vers la SEO. Parce Ok. qu'en fait, au final, ça te prend énormément de place dans la recherche Google. Tu vois. Mmh. Pour toutes les boîtes qui ont des produits, d'ailleurs, si vous faites des vidéos témoignages et que derrière, vous mettez nom de la boîte, témoignage sur le titre de la vidéo, nom de la boîte, témoignage sur la description de la vidéo, vous êtes Ok. sûr que quand la personne tapera nom de la boîte avis, par exemple Dream avis ou Dream témoignage, bah, il tombera sur ces vidéos-là direct. Trop Et c'est ce que bien. vous Ouais. voulez pour les convertir. Donc, Ok. quoi qu'il arrive, en fait, si ça ne sert pas
en acquisition, de produire beaucoup de contenu, ça servira en conversion. Et nous, c'est exactement le cas. Alors, c'est pas en conversion, tu vois, mais par exemple, on a fait un autre webinaire ensemble, Annabelle, où on avait parlé, je sais pas si tu te rappelles, donc de Media Ads. Bien Et sûr. au final, ça sert, content que tu t'en souviennes du coup, euh, au final, ça sert vachement sur la partie candidat chez nous. Trop Genre bien. les juniors qui veulent, tu vois, se mettre, enfin, qui veulent postuler chez nous, bah, ils tapent grosse room ads ou grosse room Sacha Azoulay et ils tombent sur cette vidéo YouTube. Donc, ils te voient souvent aussi. Il y a d'ailleurs une personne qui m'avait dit si tu faisais partie de la boîte, donc je pense qu'elle n'a pas vu toute la vidéo. Et en fait, du coup, c'est hyper intéressant parce qu'ils sont capables, du coup, d'en savoir plus sur la boîte là-dessus, tu vois. Donc, voilà, Ok, trop bien. Bah, hyper intéressant, même du coup pour nous, cette réponse à ouais, la question. carrément. Tu vois, tous Alors, les webinars que vous faites chez Lion, en fait, tu perds rien à les publier. Tu as le contenu, tu peux publier. Et puis même derrière, ce qu'on parlait aussi en mode recycle, si tu recycles le contenu, au final, je me rappelle qu'on en avait parlé ensemble, mais parfois vous filmez des confs et vous m'avez filmé une fois, et donc ouais. reprendre quelques petites parties, tu vois, des vidéos webinars que vous tournez avec d'autres gens ou même des confs qu'on fait. Bah derrière, tu peux le réutiliser en ads, tu peux le réutiliser sur TikTok, enfin, tu peux le réutiliser sur plein de trucs. Ça peut être Ouais, intéressant en carrément. acquisition. Ouais, c'est un vrai sujet. On avait un vrai sujet effectivement, de recycler. C'est pas le mot le plus joli, mais en tout cas, tu vois, de multiplier les Ouais, c'est clair. utilisations à partir d'un contenu, parce qu'en fait, autant capitaliser sur des trucs qui nous ont pris du temps ou qui a finalement beaucoup de valeur à nos yeux, ou en tout cas pour placer notre C'est expertise. clair. Alors, il y a Anne-Sophie qui avait une question. Je regarde, je crois qu'il y en avait une en haut. Non, c'est tout. Alors, Sacha, est-ce que tu as des best practices ou des tips SEO pour un site e-commerce dans un marché qui est assez niche? Euh, Dans un marché qui est assez niche. Ok. Bon, déjà, je pense que tous les tips qu'on a donnés s'appliquent. Tu vois, on Mhm. parlait de Dream sur des trucs assez niches, genre je n'arrive pas à dormir, etc. Pour moi, c'est exactement la même logique. Il faut que tu trouves des mots-clés assez spécifiques et ça va être beaucoup plus simple d'y accéder. Euh, Deuxième chose, sur la partie SEO, ce qui peut être très intéressant euh, et que je conseille à pas mal de gens en fait, mais c'est assez contre-intuitif. Euh, Nous, comment on a fait pour passer, donc je vous explique comment on avait fait pour passer de 0 à 300 000. Putain, ça pourrait être le post ça pourrait être l'idée d'un post LinkedIn, quoi. Complètement. Une très, J'espère très que belle personne ne va approche. le reprendre. Non, non, mais du coup, pour passer de 300 000 à 2 millions, comment on a fait? On a racheté un blog qui était sur la niche apnée du sommeil. Et en fait, on a racheté ce blog-là qui générait, je sais pas, 40 ou 50 000 de trafic par mois. On a racheté ce blog-là, on a repris tous les articles en redirection qu'on appelle des redirections 301, c'est-à-dire qu'on a tué les articles chez eux et on les a repris chez nous. Et Google, en fait, a fait la distinction. Enfin, en tout cas, tous les articles redirigés vers nous. Et on les a optimisés. Et on les a optimisés avec notre contenu, c'est-à-dire qu'on les a placés sur les bons mots-clés, etc. Et surtout, ces contenus-là, non seulement ils nous ont ajouté du trafic, mais en plus, ils ont été valorisés par l'autorité SEO qu'on avait déjà. Ce qui fait que là, ça a fait exploser le truc. C'est-à-dire qu'on avait encore plus d'autorité, plus de trafic. Et donc, non seulement ces articles-là qu'on avait achetés faisaient plus de trafic, mais en plus, quand on en écrivait pardon, d'autres, de nouveaux, eh ben, c'était hallucinant. En 2 jours, ils étaient positionnés en premier. Même si derrière, ils redescendaient, si jamais l'article n'était pas assez quali, Google nous donnait directement la chance dessus. On était l'acteur de référence sur des mots-clés spécifiques sur le sommeil. Et Mhm. ça, c'est intéressant à prendre en compte. Si j'avais un tips quick win hyper game changer à donner, ce serait celui-là. Évidemment, ça coûte un petit peu d'argent, mais à la longue, en fait, quand tu génères 2 millions de trafic, que tu as racheté un blog 7 000 ou 10 000 euros, enfin, Ouais. c'est rien du tout, quoi. En ads, c'est peut-être 10 à 100 fois plus, quoi. Et donc, je conseillerais plutôt ça, mais tout dépend en fait de l'opportunité que tu peux avoir. Si tu es capable de pouvoir racheter un petit blog qui marche bien et que le gars veut vendre, en général, ils veulent le vendre parce que ça leur sert à rien. Ils font des liens de parrainage Amazon, ça sert à rien. Donc, ils veulent vendre. Si tu arrives sur cette opportunité-là, ça peut le faire. En revanche, si tu n'en as pas, je te conseillerais de te focus sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure et aussi sur les fiches produits. Fiches produits hyper important, YouTube hyper important aussi. Tous les contenus que tu es capable de faire en vidéo, pourquoi pas les faire pardon, que tu es capable de faire en article, pourquoi pas les faire en vidéo, des tests, etc. Ça rapporte vachement sur de la SEO. Et puis voilà.
Ok, trop bien. Hyper intéressant, merci. Sacha, sur la partie, bon, évidemment, quand c'est des personnes qui sont entrepreneurs, qui se lancent, bah, par exemple, comme Justine, tu nous disais que tu en étais encore au début, j'imagine que du coup, tu es toute seule dans cette idée-là. Sacha, chez vous, chez Grossroom, ou même ce que tu peux observer chez tes clients-clientes, qui s'occupent du SEO? Est-ce que tu as, enfin, tu vois, est-ce que c'est un peu aussi à la responsabilité, pas la responsabilité de chacun, mais en tout cas, côté produit qui est vachement familier bah, de ce qui fonctionne aussi en SEO. Et après, du coup, c'est à l'équipe finalement grosse marketing de optimiser tout ce qui est blog et contenu là-dessus. Et globalement, ouais, qui s'occupe concrètement du SEO dans les structures? Euh, ouais, alors globalement, les boîtes en SEO, je trouve qu'elles externalisent beaucoup, ou alors elles ont des experts SEO. Mais Ok. à chaque fois qu'ils sont des experts, franchement, je vais être un peu franc là-dessus. Je trouve que ça sert pas à grand-chose, à part si c'est des très bons experts. Parce que, encore une fois que tu as fait ta strat éditoriale, que ça écrit bien, etc., mais c'est plus de l'ordre du marketing, que ça déroule, que les petites optis sont faits, c'est soit tu passes sur des grosses optis, et dans ce cas-là, il faut des experts très techniques, soit en fait bah derrière ça roule quoi. Tu Ouais. peux peut-être commander un audit une fois tous les 6 mois, mais il n'y a pas d'intérêt à payer un salaire, tu vois, toute l'année là-dessus. Alors Ok. désolé à ceux qui sont experts SEO et qui travaillent dans des grosses boîtes. En plus je vous kiffe parce que vous êtes toujours fidèles à ce genre de boîte et c'est hyper intéressant parce qu'en général vous pouvez aller en freelance et avoir des clients. Donc franchement pas de souci là-dessus. En revanche, je pense que pour une boîte, c'est intéressant d'avoir quelqu'un en SEO, par exemple, pour 6 mois, un an, en tremplin, c'est-à-dire pour faire l'audit, stratégie éditoriale, en termes de sémantique, où on en est-ce qu'on a de la concurrence, le marché, tout ça, tout ça. Ensuite, mettre tout en place en interne sur la partie optimisation du site, optimisation des contenus déjà existants et écriture des nouveaux contenus. Et une fois que ça roule, bah ça roule quoi. Tu vois, il y a peut-être des optis à Ouais. mettre en place ou peut-être des points d'étape pour se dire ok en fait ça marche pas trop, on va plutôt aller sur d'autres choses. Mais globalement, tu vois, il n'y a pas forcément de gros sujets là-dessus. Mhm. Ok, ça marche. Je dirais que ça fonctionne Oui. plus avec des copywriters, en fait, pour être plus précis. Ah! Quand c'est mis en place, tu as des copywriters experts SEO, ça suffit. Tu vois. Mhm. Oui, ok. Je vois qu'on est presque à la fin de ce webinaire. Si vous avez des questions restantes, soit sur des parties très concrètes et que voilà, vous voulez que, je sais pas, Sacha explique notre façon de faire sur qu'il a pu voir sur Dream ou qu'il peut donner comme conseil à ces entreprises, à ces entreprises finalement, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Sinon, moi, je trouve que ce serait chouette qu'on finisse par Sacha, est-ce que tu pourrais nous donner bah, une espèce de résumé ou si tu devais donner un récap des quick wins assez faciles à mettre en place pour finalement déchirer ou en tout cas améliorer sa strat SEO, Ouais. ce serait quoi? Ok. Bah alors, très rapidement, vous avez forcément déjà des articles. Optimisez-les. Donc, c'est-à-dire, mettez-les sur le bon mot-clé, mettez des liens internes, liens externes, etc., etc. Optimisez-les à fond. Pour ça, vous pouvez utiliser, si vous êtes par exemple sur WordPress, Yoast SEO, Y-O-A-S-T SEO, qui est gratuit et qui vous permet de faire un check de vos articles pour voir s'ils sont SEO friendly. Sinon, vous Ouais. avez d'autres sites qui vous permettent de le faire pour d'autres CMS sans souci, pour d'autres blogs, d'autres types de blogs. Donc, je partirais sur optimisation plus que la création au départ. Ensuite, je partirai sur YouTube. YouTube a énormément d'impact. N'hésitez surtout pas à faire même des vidéos un peu, soit des webinars, soit des vidéos tuto. Vous êtes devant votre écran, c'est pas grave. Moi, parfois, je cherche des trucs sur Webflow et je tombe sur des vidéos qui sont mais claquées sur YouTube. Mais je reste parce que le gars, bon, il est hyper lent, etc. Mais bon, je reste, il y a que ça, tu vois. Et ça me saoule de lire un article. Donc, n'hésitez surtout pas en fait à utiliser YouTube. Et troisième chose, tout se joue sur l'écriture. Donc, écrivez sur des mots-clés qui sont pas très génériques. Et si vous avez une opportunité de trouver un blog qui est rachetable, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas que vous pouvez racheter, où il y a une opportunité de rachat et qui génère du trafic sur votre niche, allez-y direct parce qu'en fait, ça faut le compter sur le long terme. Si vous avez l'intention d'être dans votre boîte pendant 2 ans, ça vous générer du trafic pendant 2 ans.
Et en général, c'est assez sous-estimé ce genre de blog. Parce qu'il n'y a personne qui veut les acheter vu que c'est niche. Mais vous, ça va vous rapporter tellement de trafic que même si vous faisiez du Google Ads, ce serait beaucoup plus cher. Donc, je conseillerais vachement ça. Et derrière, dernière chose, les méta-descriptions et méta-titles, essayez vachement de vous inspirer des articles qui sont premiers. C'est ce qui gère tout. Parce qu'en fait, plus vous avez une méta-description qui est intéressante, plus les gens vont cliquer sur votre lien et plus du coup, Google va vous mettre en premier. Et en fait, c'est non seulement ils doivent cliquer sur votre lien, mais ensuite derrière, ils doivent rester un peu sur votre article. Et c'est là où en fait Google va vous mettre en premier. Ok. S'ils cliquent sur votre lien et qu'ils mettent précédent direct, ça sert à rien. C'est comme une personne qui veut se renseigner sur des choses. S'il veut se renseigner sur un truc et qu'au final il arrive sur un site corpo qui donne une offre, bah, il va mettre précédent direct parce qu'en fait c'est pas du tout ce qu'il veut. Et donc vous allez redescendre. C'est pour ça que parfois il faut se positionner plutôt sur des articles plutôt que sur du corpo sur certains mots-clés. Ouais, directement vers le J'ai, produit, j'ai, quoi, ou le service. exactement. J'ai été un peu décousu, mais je pense Non, que très vous m'aurez clair. compris. J'ai bien noté les quatre et globalement, pendant toute cette interview, il y a Céline que vous avez dû voir sur le chat qui travaille aussi chez Lyon côté communication et qui du coup a pris aussi des notes pendant cette heure. J'ai aussi pris de mon côté les éléments un peu marquants, les plus importants. Comme ça, on va vous préparer un petit mail récap. Comme ça, vous aurez, un contenu qui soit écrit de ce webinaire. Comme ça, vous allez pouvoir repartir avec votre petite boîte à outils et finalement, conseils tout à fait pratico-pratiques pour demain, directement réfléchir à en tout cas, l'amélioration de votre strat SEO. D'abord, merci beaucoup, Sacha, d'être là encore une fois. Évidemment, ouais, carrément, je mettrai ton lien LinkedIn aussi sur ce mail récap. Et je ne peux que vous conseiller de rester connecté à ces Lion Lunch. Sacha est très souvent avec nous pour décrypter des nouvelles façons d'acquérir de nouveaux clients-clientes. C'était un plaisir pour moi d'animer ce webinaire et je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle après-midi et à très vite. Au revoir tout le monde. À très vite. Merci Annabelle, c'était top.